Salut tout le monde, c'est Comicsplay. Aujourd'hui, nouveau numéro de mes lectures comics, l'émission qui te parle de mes lectures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient récentes ou non. Ça date que l'on n'a pas fait un petit tour de ce que j'ai lu récemment et vous allez voir, ma vision de lecteur depuis la dernière vidéo de mes lectures comics a bien évolué. On est sur pas mal de lectures indépendantes, mais en même temps c'est assez normal parce qu'il y a de nouveaux univers qui ont débuté chez certains éditeurs et dont certains univers qui me hypaient énormément. On va donc revenir sur mes 5 dernières lectures pour ce 27e numéro de mes lectures comics avec du plus ou moins bon et notamment le début de l'Energon Universe ou encore un héros classique qui signe un Z avec son épée et bien plus encore. Et justement c'est de ce dernier dont on va parler pour cette première lecture à vous présenter avec une sortie qui était très attendue notamment par les fans de Sean Murphy, c'est bien évidemment Zorro. Alors Urban mise beaucoup sur cette nouvelle lecture, déjà parce qu'il la sort dans son Urban grand format, vraiment une édition très classe, franchement j'adore ce format, je suis très fan de ce format, mais aussi parce qu'il le propose en édition noir et blanc. Bon, c'est un peu normal avec Sean Murphy, l'éditeur fait souvent ça. Mais du coup, est-ce que la revisite du classique de Johnston McCulley vaut le coup? On connaît tous Sean Murphy. Le monsieur a plus que prouvé ces dernières années, même s'il a aussi beaucoup déçu quelques personnes sur certaines œuvres. Ici, il nous propose une réécriture du héros Zorro, qui a le vent en poupe entre la série Prime Video et la prochaine adaptation qui verra le grand Jean Dujardin dans le rôle du héros. Côté histoire, on est clairement sur une réécriture moderne du héros. Dans la ville mexicaine de La Vega, la mémoire de Zorro, qui aurait gravé son célèbre Z sur le porche de l'église il y a 180 ans, est vénérée par tous. Tous sauf les cartels, qui méprisent cette commémoration révolutionnaire. Leur hostilité atteint son paroxysme lorsqu'ils assassinent l'acteur rendant hommage à Zorro. 20 ans plus tard, les enfants de la victime, Rosa et Diego, se retrouvent face au cartel responsable et réalisent que le moment de leur revanche est arrivé. L'un d'eux va alors devoir porter le costume, mais d'une façon assez originale. Je ne m'y attendais pas du tout. Je n'en dirai pas plus pour vous laisser la surprise bien évidemment. Avec ce titre, Sean Murphy nous embarque dans un récit haletant avec un rythme très effréné, on n'en perd pas une miette, ou presque. Mais là où l'histoire excelle, c'est par sa partie graphique. Comme d'hab, l'artiste fait des merveilles au dessin et on apprécie chaque page du dessinateur. C'est super beau, l'ancrage est super et pareil côté couleur, c'est vraiment réussi. On passe finalement plus de temps à admirer les pages qu'à les lire, mais c'est chose assez récurrente avec Sean Murphy. Au final, Zorro est une lecture plutôt sympathique si on n'a pas trop d'attentes. On est sur un récit dynamique sur l'héritage du héros qui fonctionne très bien. Mais là où j'ai vraiment pris mon pied, c'est sur la partie graphique. Regardez-moi cette page. On apprécie chaque page, surtout dans ce grand format, sans pour autant que ce soit un classique du monsieur. Globalement, j'ai bien aimé, en plus ça nous amène vers une certaine suite possible, donc pourquoi pas. Tant que ça ne retourne pas dans les travers de l'univers White Knight, où certains récits sont vraiment moins bons que d'autres. Quand j'ai regardé les avis sur internet ou sur YouTube notamment, j'ai vu beaucoup d'avis très mitigés, voire même très négatifs sur ce récit. Je suis pas vraiment d'accord, honnêtement, je vous conseille plutôt de faire votre propre avis, notamment si vous êtes fan de Sean Murphy, mais aussi si vous êtes fan du personnage de Zorro. Autre grosse sortie chez Urban dernièrement, c'est le début de l'Energon Universe, comme je vous ai parlé en intro. C'est un univers qui va mélanger l'univers de Transformers et des G.I. Joe, et cet univers commence son petit bout de chemin avec Void Rivals de Robert Kirkman et Lorenzo De Felici, une toute nouvelle collection pour Urban, comme vous pouvez le voir, on est sur du Urban Comics Energon Universe. On sent que l'éditeur veut clairement mettre en avant cet univers dans de prochaines sorties. On aura notamment G.I. Joe qui va arriver à la fin de l'année. Et bah là, pour Void Rivals, et vous allez voir aussi pour Transformers juste après, et ben ils mettent le paquet parce que par exemple pour les premiers tirages, on a des effets métallisés vraiment cool. Et on a aussi de la couleur. Là, vous voyez, c'est du violet. Pour Transformers, ce sera bleu. On verra juste après. On est vraiment sur une partie graphique qui change de ce qu'on a l'habitude de voir chez l'éditeur. Mais alors, Void Rivals, ça raconte quoi? Dans Void Rivals, deux pilotes, Darak et Solila, provenant de peuples ennemis engagés dans une guerre séculaire, s'échouent sur une planète inconnue. Forcés de collaborer pour survivre, ils découvrent des vérités qui vont ébranler leur perception de l'univers et leur propre civilisation. Avec ce récit, Robert Kirkman propose en somme une proposition très classique d'un récit de SF, avec de l'émotion, de l'action, du stress et des personnages
plutôt bien écrit. C'est plutôt sympa à suivre, mais pour autant, Void Rivals n'est pas une proposition très originale. C'est agréable à lire, mais je n'en garde pas un souvenir impérissable. Ça reste solide, mais je n'ai pas totalement été emballé par la proposition de mon côté. Au dessin, Lorenzo De Felici propose une partie graphique intéressante, sans pour autant être à fond. Il y a de très belles propositions côté paysage ou encore au niveau du design des vaisseaux, mais je n'ai pas totalement été conquis. Alors au départ, je voyais pas trop en quoi c'était relié à l'Energon Universe, mais je vous rassure, il y a bel et bien quelques liens, notamment pas mal de clins d'œil liés aux Transformers. Est-ce que pour autant cela a un réel impact sur le reste de l'univers? Bah pour l'instant, j'ai pas l'impression. Void Rivals reste une lecture plaisante, mais pas exigeante non plus. On ne révolutionne en rien l'univers de la science-fiction, ça reste pour autant une lecture plaisante. Franchement, je me suis pas non plus ennuyé, même si je trouve qu'il y a quelques raccourcis, que des fois ça va un petit peu trop vite. J'avoue peut-être être déçu parce que c'est quand même du Robert Kirkman. Et quand on connaît le nom du monsieur, quand on connaît certaines de ses œuvres, c'est vrai qu'on est rarement déçu. Après, est-ce que j'avais vraiment beaucoup d'attentes? Pas vraiment. Je connaissais pas du tout l'existence de ce Void Rival, je ne savais pas du tout que c'était relié à l'univers de Transformers justement, et enfin à cet univers Energon qui arrive. Donc au final, bon, bah, je suis pas vraiment déçu, c'est une bonne petite lecture, mais c'est pas un classique pour autant. À voir, parce que visiblement il y aura une suite, à voir si cela évolue et comment cela évolue. Justement, pour continuer sur l'Energon Universe, on passe à un titre qui me hypait beaucoup plus, c'est l'univers Transformers qui débute avec son premier tome par Daniel Warren Johnson, un univers que moi j'adore, que ce soit en film, en jeu vidéo, en jouet. Je me souviens d'un jeu vidéo, j'ai plus le nom, mais si je le retrouve, je vous le mettrai juste là, qui se passait sur Cybertron. J'avais adoré à l'époque. Franchement, les jeux vidéo Transformers, les bons jeux vidéo Transformers en tout cas, ça me manque énormément. Je ne pouvais donc pas passer à côté de ce volume, qui plus est un excellent point d'entrée dans l'univers. Encore une fois, on retrouve un effet métallisé sur la couverture qui sera dispo que sur les premiers tirages, je le rappelle, et une couleur bleue du coup pour ce premier tome. Mais finalement, est-ce que c'est aussi cool que ça en a l'air? Côté histoire, on est sur quelque chose d'assez classique qui rappelle les films avec l'arrivée des Transformers sur Terre. On suit donc Spike et son ami Carly qui explorent le désert américain pour admirer le ciel étoilé quand un tremblement de terre soudain secoue le sol sous leurs pieds. Précipités dans une faille fraîchement ouverte, ils découvrent l'épave d'un vaisseau spatial enfui. À l'intérieur, des robots jusque-là inactifs s'éveillent lentement et se lancent dans une guerre acharnée. Pris au milieu de ce conflit féroce, Spike et Carly doivent choisir leur camp, s'allier aux Autobots ou rejoindre leurs adversaires, les Decepticons. Allons droit au but, c'est un grand oui pour ma part. Certes, j'ai pas été surpris par la proposition, car côté scénario, on est sur quelque chose d'assez classique en soi, mais comme je suis fan, je pense que le fanservice a plutôt bien fonctionné sur moi. Pareil aussi avec la relation entre Spike et son père, c'est quelque chose qui parfois peut me parler énormément, et c'est un sujet que Daniel Warren Johnson adore aborder, les relations dans la famille. Et puis côté dessin, c'est vraiment une masterclass. Alors oui, il faut aimer le style de DWJ, si je puis me permettre de l'appeler de cette façon, mais on est sur de l'action à gogo, c'est dynamique et parfois cartoon. Même si un style réaliste m'aurait plutôt plu pour ce genre de série, je suis globalement satisfait par la partie graphique qui m'en a mis plein la rétine, et plus globalement par la proposition du récit. Globalement, Transformers est pour moi une bonne réussite. Même si, attention, j'ai grandi, j'ai mûri en tant que lecteur, et je vais pas aller trop vite non plus. J'ai quelques réserves quand même, et j'attends de voir le tome 2 pour confirmer ou non cette bonne lecture. J'aimerais aussi voir comment tout cet univers au final va se regrouper. Parce que, ok, on est sur un Energon Universe, mais pour l'instant, il y a quelques petits liens, mais pas tant que ça. Je ne suis pas la VO, donc je ne suis pas au courant des news, je ne sais pas s'il va y avoir des crossovers, des événements, etc. dans cet univers, mais je me doute que cela devrait arriver, je me doute qu'on va avoir des crossovers entre les G.I. Joe et les Transformers et Void Rivals qui se ramènera aussi à côté. Pour le moment, je n'en sais rien, mais bon, si vous devez choisir en tout cas entre Void Rivals et Transformers, je pense que le choix est vite fait. Transformers pour moi est une très très grosse réussite. À voir la suite de cet univers avec les 2 tomes de G.I. Joe qui sort cet automne chez Urban Comics. On en reparlera bien évidemment sur la chaîne. C'est les habitués de mes vidéos, de mes lectures comics. Je parle bien évidemment de Ed Brubaker et Sean Phillips qui nous sort encore une fois un nouveau polar qu'on attendait énormément.
Là où gisait le corps, qui est sorti chez Delcourt récemment. À chaque fois, c'est une lecture obligée pour ma part parce que j'aime beaucoup ce duo. Ils m'ont rarement déçu. On est à chaque fois sur des polars originaux avec un renouvellement pratiquement infini. Mais du coup, est-ce que c'est encore le cas pour Là où gisait le corps? Une pension pleine de drogués, une femme au foyer négligée, une jeune fille qui se prend pour une super-héroïne, un flic qui veut qu'on le laisse tranquille et un détective privé à la recherche d'une fugueuse. Ces récits et ces tranches de vie s'entremêlent au cours d'un été fatidique. Là où gisait le corps est une véritable histoire d'amour et de meurtre, racontée du point de vue de tous les personnages. Mais qui dit vrai? Avec Là où gisait le corps, Brubaker s'éloigne un peu de son style habituel et propose une enquête de voisinage avec une pléthore de personnages, tous vraiment bien présentés et surtout bien écrits. Les relations entre personnages est vraiment le gros du récit, au-delà de l'enquête, et Brubaker, franchement, fait ça hyper bien. Côté dessin, Sean Phillips propose encore une partie propre. Je le répète, il faut aimer son style, mais personnellement, je trouve que cela colle parfaitement avec l'ambiance qu'amène Brubaker dans chacun de ses récits. Il sait se renouveler et c'est ça que j'adore avec ce duo. Au final, je suis toujours bluffé par le travail des deux messieurs. L'histoire est bien ficelée, passionnante et propose une narration finalement très originale qu'on n'a pas l'habitude de voir chez ces deux messieurs. Vous le verrez, on n'est pas totalement sur une histoire de meurtre au final. Même si à chaque fois, et ça c'est vraiment un truc que j'adore avec les récits d'Ed Brubaker et Sean Phillips, c'est de pouvoir faire mes propres théories tout au long du récit. Bref, si vous êtes fan du duo, je pense que vous avez déjà le tome entre les mains, et si ce n'est pas déjà le cas, franchement, foncez chez votre libraire parce que c'est du très bon. Et pour le moment, il y a très peu de récits d'Ed Brubaker et Sean Phillips qui m'ont déçu. Terminons cette vidéo avec quand même du super-héros. C'est vrai, depuis le début de la vidéo, on est quand même sur beaucoup d'indépendants, mais en même temps, il y avait de belles choses à retrouver, je trouve, en indépendant ces derniers temps. J'ai quand même pris du super-héros, j'ai quand même lu du super-héros, et j'ai notamment lu le début de la nouvelle série de Wonder Woman par Tom King et Daniel Sampere dans l'ère Dawn of. C'est un titre qui me faisait un peu de l'œil, déjà parce que j'en ai entendu parler à tort et à travers par l'ami Deviant Prod, qui avait plutôt un avis négatif sur le début de cette série, mais aussi et surtout parce que c'est Tom King. Et Tom King, il y a des choses que j'aime bien de ce monsieur. Tom King revient sur une série régulière, après un run mitigé pour Batman. Est-ce que du coup ça va être encore le coup pour Wonder Woman? Côté histoire, un massacre a été perpétré et une Amazone mystérieuse est désignée comme la responsable. Face à cette atrocité, le Congrès adopte l'Amazon Safety Act, interdisant à toute citoyenne de Themyscira de poser le pied sur le sol américain. Pour garantir l'application immédiate de cette loi, le gouvernement forme une équipe spéciale chargée d'expulser celles qui ne se soumettent pas, utilisant tous les moyens nécessaires. Wonder Woman, désormais hors la loi, se lance dans une quête pour découvrir la vérité derrière ces événements, mais ce qu'elle va révéler pourrait bien la surprendre. La dernière fois que j'avais lu du Wonder Woman, c'était pendant la période Rebirth, et même si j'avais plutôt aimé le début, j'ai été assez déçu par la fin. Ici, nouvelle série, donc dans la période Infinite, et plus précisément Dawn of, et la première chose qui m'a beaucoup marqué à la lecture, c'est les dessins. Daniel Sampere propose une partie graphique à couper le souffle. Vraiment, c'est très très beau, très détaillé, et j'ai été surpris par quelques doubles pages vraiment canon. Mais alors, est-ce que cela suit côté scénario? Bon, en vrai, j'ai pas trouvé ça si mauvais. Les sujets abordés par Tom King dans son récit sont plutôt intéressants. Ça parle de complotisme, de manipulation, de rejet de l'étranger, et c'est plutôt bien amené. Certes, son écriture est parfois dérangeante, mais je n'ai pas été tant que ça dérangé à la lecture finalement. C'est parfois lourd et peut-être trop mainstream de la part d'un Tom King, et c'est pas forcément ce que l'on attend, donc je sais que certains auront peut-être du mal, mais globalement de mon côté, je suis plutôt satisfait par ce premier tome. Franchement, c'est un premier tome qui me donne clairement envie de lire la suite. J'avoue que je partais avec beaucoup d'appréhension vu les avis assez négatifs que j'avais eus, mais au final, je ne sais pas si c'est le fait que justement on l'a tellement descendu que j'ai bien aimé et que je ne suis pas déçu. J'avais peut-être baissé mes attentes pour ce récit, mais globalement, je trouve que c'est plutôt intéressant. Le scénario est plutôt ambitieux et Tom King a visiblement bien compris son personnage. On rajoute à ça les dessins de Sampere qui sont vraiment magnifiques. On est sur un tome 1 plutôt solide. Et en plus, pas mal de questions qui restent en suspens concernant une nouvelle génération, mais aussi sur la suite des aventures de Diana, tout simplement. Donc honnêtement, je suis plutôt intrigué de voir la suite. Certes, c'est pas exempt de défauts, mais je pense que pour les fans de Tom King, et les fans de Wonder Woman notamment, je pense que vous pouvez, et je recommande ce récit. Par contre, si vous n'aimez pas Tom King, je pense que vous pouvez passer votre chemin, parce qu'on retrouve certains tics qu'il utilise, que ce soit dans des séries régulières, mais aussi dans ces mini-séries, des tics qui, je sais, peuvent en déranger certains. Moi, personnellement, j'arrive plutôt à bien apprécier, sans pour autant être très très fan de l'écriture de Tom King.
Il y a des choses que j'aime beaucoup, mais il y a des choses où j'ai un peu plus de mal. Donc je pense que j'irai me faire un avis un peu plus concret sur un deuxième tome, à voir aussi dans la durée, combien de temps ça va durer. Et bien voilà, on a fait le tour de mes 5 dernières lectures comics. C'est donc la fin de ce 27e numéro de mes lectures comics, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite en commentaire à bien évidemment me dire si vous avez lu certains comics que j'ai présentés dans cette vidéo, et à me dire si vous les avez appréciés ou non. Il y avait en plus de grosses sorties dans cette vidéo, donc je pense ne pas être le seul à avoir lu ces quelques récits. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et commenter, c'est important pour le référencement. Je vous donne aussi rendez-vous pour plus de contenu sur mes différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous donne en tout cas rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je n'ai que deux choses à vous dire. Lisez des comics et parlez-en autour de vous.